Bonjour, et bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à suivre ce webinaire en ma compagnie pendant environ 45 minutes. Avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Pascal Fabresse, directeur conseil, et j'ai rejoint les équipes de Calliope il y a 3 ans environ. Auparavant, j'ai occupé tour à tour les postes de développeur web, directeur technique, chef de projet, directeur de projet et responsable d'un pôle application mobile au sein d'une grosse ESN canadienne. Et ça fait donc un peu plus de 20 ans maintenant que je suis dans le digital. Je vais aussi prendre quelques instants pour présenter Calliope pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Calliope est une agence basée à Paris, Montpellier et en Pologne. Et nous accompagnons nos clients dans leur transfo digital, généralement sous le prétexte d'un projet. Et dans ces projets, on aborde cette transformation digitale sous 3 axes. Tout d'abord, l'axe de l'expérience utilisateur, où on va proposer la meilleure expérience en fonction des sujets, qui soient aussi bien internes qu'externes. Ensuite, on aborde l'axe technique, où on intervient généralement sur des projets avec des architectures et des infrastructures complexes et des défis technologiques. Nos équipes tech adorent se creuser les méninges sur ces sujets-là. Et pour finir, on a l'axe de l'organisation où on accompagne nos clients pour définir une organisation projet ou une organisation en digital factory, suivant le cas de figure, mais aussi une organisation et des méthodologies à inculquer ou à approfondir en interne chez nos clients pour mener à bien leur projet, mais aussi pour assurer aux clients la continuité de l'activité une fois notre mission terminée. Calliope est organisé en vertical. Donc là, vous le voyez, il y a du e-commerce, du cloud, du DevOps, de l'IA, de la data, des applications mobiles et des plateformes d'expérience, les CMS, les intranets, les extranets. Et ces verticales sont supportées en transverse par un pôle conseil, dont je fais partie, un pôle expérience, où l'on retrouve les activités du X, du I, de SEO, et pour terminer par le pôle technique qui est divisé en 2 strates. D'une part, l'ensemble des experts tech, les lead dev, les directeurs techniques, et d'autre part, l'ensemble des développeurs. Là, bon, c'est la slide des logos, donc on est assez agnostique en termes de techno, mais on voit quand même qu'il y a une dominance sur l'écosystème JavaScript, et on retrouve toutes les verticales que je vous ai présentées tout à l'heure. Au sommaire de ce webinaire, tout d'abord, une définition de l'harmonisation IT, pour qu'on soit tous raccords sur le sujet. Puis une présentation de quelques situations propices à cette harmonisation. Ensuite, on abordera le pourquoi faire cette harmonisation et pour terminer par le comment s'y prendre. Avant de commencer à aborder le sujet, je vais faire juste une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet dans ce webinaire. En fait, dans les échanges que je peux avoir régulièrement, soit avec mes clients, soit avec des prospects, je rencontre assez fréquemment des situations où mon interlocuteur arrive avec une solution technique en tête en me disant je veux refaire mon site avec cette solution. Et quand je vais dans le détail du pourquoi profond de ce besoin, je constate que le problème ou les difficultés rencontrées, finalement, ne viennent pas que de la solution existante qui souhaite remplacer. C'est bien une composante du problème, mais pas que, car bien souvent, ça dépend d'un ensemble de sujets étroitement liés les uns aux autres et
qui ont une composante commune, l'harmonisation. Alors, pas que l'harmonisation, harmonisation et aussi la modernisation. Comme ce dernier sujet avait déjà été abordé par un de mes collègues dans un autre webinaire, je me suis penché sur l'harmonisation. Ceci dit, vous pouvez aller consulter le très bon webinaire présenté par Marc, notre CTO, sur la modernisation IT une fois ce webinaire terminé. Voilà la raison pour laquelle j'ai souhaité faire ce webinaire. Passons à la définition. Donc, l'harmonisation d'un écosystème digital désigne le processus d'intégration et de coordination des différents systèmes, différentes technologies, différents processus numériques au sein d'une organisation pour qu'ils fonctionnent ensemble de manière cohérente et efficace. C'est donc un processus qui vise à créer un environnement numérique unifié où l'ensemble des données de cet environnement doit pouvoir circuler librement entre les différents outils et que ces outils soient interopérables, que les processus soient au mieux automatisés, à minima optimisés. Et tout cela dans un seul but, c'est soutenir les objectifs stratégiques de l'entreprise. Maintenant que la définition est posée, dans quel contexte je me retrouve dans cette situation? Alors, il y a des cas de figure où il est fortement conseillé d'adresser l'harmonisation. Lorsque mon entreprise réalise des fusions et acquisitions, généralement, ces entreprises se retrouvent avec des actifs numériques qui sont bien souvent différents, des processus différents et des redondances à de nombreux niveaux. Il y a aussi des entreprises avec de nombreux métiers ou départements qui sont autonomes. Et de par leur autonomie, chaque métier va choisir des solutions pour leurs propres besoins sans se soucier de l'interopérabilité, de la sécurité et de la maintenabilité de ces solutions. Un autre exemple, c'est l'expansion internationale. Quand une entreprise entre sur de nouveaux marchés, elle doit souvent adapter son écosystème digital pour se conformer aux normes locales, répondre aux attentes des clients régionaux, intégrer des systèmes de paiement et logistique locaux. Et l'autre cas de figure qui, généralement, cette harmonisation est déjà prise en compte, mais elle doit quand même rester une attention de tous les jours. Typiquement, dans le domaine de la santé, où l'harmonisation des systèmes d'information est vitale pour le partage sécurisé des données patients entre les différents prestataires, que ce soit les prestataires de soins, les laboratoires, les assurances et les patients eux-mêmes. Dans la banque et les assurances, l'harmonisation est nécessaire pour garantir, encore une fois, la sécurité des données et les conformités réglementaires. Et un dernier exemple, dans le retail et le e-commerce, et particulièrement ceux qui opèrent à la fois en ligne et en magasin physique, harmoniser les systèmes de gestion des stocks, par exemple, entre les plateformes de commerce électronique et les systèmes de points de vente, est essentiel pour une meilleure gestion des inventaires et permettre d'offrir une expérience d'achat fluide, qu'elle soit aussi bien en ligne ou en magasin et encore mieux cross-canal. Bon, ce sont quelques exemples, la liste est bien évidemment plus longue. Pourquoi faire cette harmonisation? Alors, si vous vous posez les questions suivantes, pourquoi je ne délivre pas assez? Pourquoi ma maintenance me coûte si cher? Pourquoi je ne peux pas tester facilement des expériences différentes? Pourquoi mon SI n'est plus performant et n'arrive pas à suivre ma croissance? Pourquoi mes équipes métiers et IT ne s'entendent pas? Pourquoi je n'arrive pas à innover? Pourquoi je ne suis pas serein sur le sujet de la sécurité et du réglementaire? Donc, si vous avez déjà toutes ces questions, c'est urgent de passer à l'harmonisation de votre système. Mais si on prend en détail quelques-unes des questions,
pourquoi je ne délivre pas assez vite, par exemple. C'est c'est peut-être qu'il existe, différents outils qui ont du mal à communiquer entre eux ou, une gouvernance des données qui n'est pas établie et qui amène des redondances, à la fois en termes de données et ou de process et par la même occasion peut générer des erreurs qu'il va falloir gérer. Tous ces aspects et bien d'autres ralentissent les projets. Pourquoi ma maintenance me coûte si cher? Eh bien, c'est peut-être qu'il existe différentes technologies qui nécessitent des besoins en compétences spécialisées dans chacune des technos, des désynchronisations de calendrier entre les différentes équipes, des efforts à faire pour assurer la cohérence des données et l'alignement des projets. Tout ça a un coût non négligeable. Pourquoi je ne peux pas tester facilement des expériences différentes? Bah, là aussi, c'est peut-être que lors du parcours utilisateur, ce dernier doit passer par plusieurs outils différents, qui ont chacun une expérience propre et non unifiée. Et de plus, il est possible que chacun de ces outils soit géré par des équipes distinctes qui n'ont pas les mêmes priorités en termes de calendrier. Donc on pourrait discuter très longuement sur ces questions et identifier encore pas mal de raisons de se lancer dans l'harmonisation IT. J'ai donc résumé les principales motivations. Tout d'abord, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, en réduisant les redondances, en minimisant les erreurs manuelles, en accélérant les opérations. Ça se traduit aussi par une réduction des coûts et une augmentation de la productivité. Ensuite, il y a la meilleure prise de décision en permettant d'avoir une vue consolidée des données de l'entreprise. Cela améliore la qualité des analyses et des rapports et cela facilite ainsi une prise de décision à plus haut niveau dans l'entreprise car elle est plus informée et réactive. On a déjà parlé d'expérience utilisateur améliorée. Dans un système harmonisé et cohérent, on simplifie les interactions, on améliore l'expérience utilisateur et ça peut conduire à une plus grande satisfaction client, mais aussi une augmentation de l'engagement des employés. L'agilité et la scalabilité, c'est dans la continuité de l'efficacité opérationnelle. Un système harmonieux va pouvoir évoluer en réponse au changement du marché ou à la croissance d'une entreprise. Ça permet ainsi aux organisations de rester agiles et de pouvoir pivoter pour répondre facilement et rapidement aux opportunités et aux défis. Sur la sécurité des données renforcées, l'harmonisation va aider à standardiser les mesures de sécurité à travers tous les systèmes et tous les process et va permettre de réduire les vulnérabilités en améliorant la gestion des risques liés à la cybersécurité, par exemple. Quand vous avez un système sans redondance, vous pouvez consacrer à la sécurité, vous pouvez vous consacrer à la sécurité sur un seul point et les actions seront ainsi plus efficaces que si vous deviez les dupliquer sur l'ensemble des systèmes. Ensuite, il y a la conformité réglementaire avec des systèmes qui sont unifiés, des process cohérents. Il est plus facile de respecter les exigences réglementaires et de conformité, réduisant aussi les risques de pénalité en cas de non-respect de ces règles ou des violations de données. Et ça permet aussi d'être plus réactif en cas de changement de ces exigences. On a parlé aussi tout à l'heure de la réduction des coûts IT, forcément en consolidant les technologies, en éliminant les systèmes obsolètes ou redondants. Les entreprises vont réduire les coûts liés à la maintenance, au support et aussi à la formation sur l'ensemble de ces outils. On a aussi une innovation qui est facilitée, dans le sens où un écosystème digital harmonisé va fournir une plateforme plus robuste,
permettant à l'entreprise de déployer rapidement, de nouvelles solutions et d'intégrer des technologies émergentes. Et j'ai envie de dire cerise sur le gâteau, il y a la communication et la collaboration qui est améliorée. L'harmonisation, de par tous les bénéfices que je viens de citer jusqu'à présent, va faire en sorte que les silos classiques qu'on rencontre, en entreprise, entre les différents départements, auront, tendance à disparaître au profit d'une collaboration plus globale. Maintenant que vous vous êtes projeté dans une situation, précédente et que vous êtes convaincu qu'il faut s'attaquer à l'harmonisation de son écosystème digital, comment devez-vous procéder? Alors la première des choses à faire, c'est l'état des lieux. Vous devez auditer l'existant en faisant l'inventaire des assets digitaux de l'entreprise. Ça passe par les logiciels, les outils numériques, le matériel, typiquement, les serveurs, les composants réseau, le stockage, tous les processus d'entreprise, en prenant soin de bien, décrire tous les workflows et les diagrammes des flux de données, mais aussi les compétences et les ressources utiles au bon fonctionnement de votre écosystème et à sa maintenance, qu'elle soit corrective ou évolutive. Ensuite, vous devez évaluer la performance de l'ensemble de ces outils, leur utilité, les coûts versus, leur efficacité et dans cette étape, il est aussi important, d'identifier les goulots d'étranglement, les redondances et les inefficacités. Tout à l'heure, je parlais de redondance et de sécurité, donc ça amène sur le sujet de la sécurité. Vous devez aussi, à ce moment-là, évaluer les mesures de sécurité actuelles pour chacun des composants, de l'écosystème digital et identifier les vulnérabilités. Là, il est possible qu'à cette étape, vous ayez besoin d'un prestataire pour faire cette évaluation. Il n'aura pas tendance à passer rapidement sur les endroits où il sait que la sécurité est un peu tendre, je dirais. Et en dernier lieu, pour aller plus loin dans l'analyse des processus, vous devez examiner comment les différents systèmes et processus interagissent entre eux. Identifier tous les problèmes d'intégration et les obstacles que vous pouvez rencontrer, à une communication fluide entre tous ces systèmes-là. Et on constate, à ce niveau-là, qu'en termes de données, la gouvernance, elle est pas bien définie, que les mêmes données existent à plusieurs endroits dans l'écosystème digital, ou bien qu'un système n'est capable d'échanger des données avec une autre qu'une seule fois par jour et que les formats de données à échanger ne sont pas les mêmes. Donc cet audit est une étape préalable à l'harmonisation. L'étape d'après, c'est l'identification des besoins. Alors pour cela, vous devez, bien évidemment engager des discussions avec, les chefs de département, les utilisateurs finaux, le personnel IT pour comprendre leurs besoins, identifier les frustrations actuelles avec l'écosystème existant. Pour vous aider dans cette étape, vous pouvez réaliser, des enquêtes, des interviews, des ateliers pour recueillir ces informations. Ensuite, vous devez identifier les fonctionnalités spécifiques que les utilisateurs finaux, les gestionnaires, toutes les parties prenantes utilisent pour accomplir leurs tâches quotidiennes et déterminer dans les fonctionnalités les lacunes actuelles. Alors là, c'est généralement un moment assez particulier où il faut arriver à, délier les langues pour arriver à l'expression, c'est poser le poisson, sur la table, c'est crever, l'abcès sur, les difficultés rencontrées par les différentes équipes. Mais c'est aussi le moment de préciser les choses qui vont bien et qu'il est peut-être, utile de garder, en l'état, mais,
à cette étape-là, c'est trop tôt pour le dire. Ensuite, vous devez évaluer les besoins, en termes de performance pour les systèmes, alors en termes de vitesse, en termes de disponibilité, de capacité de traitement, de temps de réponse et identifier où des améliorations sont nécessaires. Ensuite, vous passez sur la partie sécurité, en évaluant les exigences de sécurité, généralement en fonction des standards de l'industrie et des obligations, spécifiques à votre secteur. Vous identifiez les besoins d'amélioration et comment protéger à la fois les données et les infrastructures. Et pour terminer, cette étape, revoyez aussi toutes, les exigences réglementaires applicables à votre secteur, à votre région. Ça inclut les règles de protection, des données et les normes sectorielles pour valider qu'elles sont bien prises en compte et identifier les manques sur ces aspects. Le temps de l'harmonisation, c'est un moment qui est propice pour, tout remettre à plat, sur ces aspects, réglementaires. Passons ensuite à la définition des objectifs. Là, on ne va pas réinventer quelque chose qui fonctionne bien sur la définition des objectifs, donc définissez en priorité des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis pour pouvoir les suivre tout au long du process d'harmonisation. Cela inclut les détails sur ce que chaque objectif cherche à accomplir, comment il sera mesuré et dans quel délai. Ensuite, vous devez identifier des indicateurs clés de performance pour mesurer justement les progrès et l'efficacité de ces changements. Ces indicateurs doivent être directement liés aux objectifs et capables de fournir des données régulières et précises. C'est, l'élément clé pour, vos sponsors et aussi pour le reporting fait à la direction. Ensuite, il faut assurer que les objectifs sont réalisables avec soit les technologies disponibles, soit les ressources que l'entreprise est prête à investir et à ajuster, ces objectifs, si nécessaire, pour refléter les capacités, réelles de l'entreprise. Par exemple, si un outil, est manquant, il doit être identifié à cette étape pour valider que l'entreprise est prête à investir sur ces nouveaux outils. Et ensuite, vous refaites une passe sur à la fois les besoins identifiés lors de l'étape précédente, pour vous assurer que les objectifs sont bien alignés avec ces besoins et que les objectifs sont stratégiquement aussi alignés avec, les objectifs moyen et long terme de l'entreprise. Une fois, les besoins identifiés, les objectifs alignés, il convient maintenant, d'organiser le projet. Ça reste un projet. Donc encore une fois, rien de nouveau. On gère un projet comme les autres, certes un projet d'envergure, mais ça reste un projet comme les autres. Il faut donc donner de la visibilité à tous. En premier lieu, vous devez dresser la liste détaillée des technologies existantes, identifier celles potentiellement à intégrer, à mettre à jour, à remplacer. Et dans la liste des processus actuels, identifier les opportunités d'automatisation ou d'optimisation. Ensuite, vous allez devoir évaluer l'impact de chaque initiative proposée sur les opérations de l'entreprise, sur l'expérience utilisateur et la rentabilité. Analyser aussi la faisabilité technique et financière
de l'intégration des technologies, de l'optimisation, de l'automatisation des processus. Par exemple, si vous avez un site de réservation de séjour de vacances et que vous avez identifié qu'il vous faut changer de système de paiement pour donner plus de possibilités à vos clients, l'impact pour les opérations de l'entreprise, c'est par exemple l'utilisation des 2 plateformes de gestion de paiement en simultané, le temps que toutes les opérations ne se fassent que sur une seule plateforme. L'entreprise, à ce moment-là, aura peut-être des besoins de renfort pour le contrôle des paiements. Alors vous allez me dire, on peut switcher et tout se passera bien, mais si on a un paiement en plusieurs fois qui s'étale dans le temps, ben, on va se retrouver avec un ancien système qui avait un paiement plusieurs fois et le nouveau système. Le cas du remboursement aussi, d'une réservation faite à partir de l'ancien système de paiement, comment on contrôle que c'est bien réalisé si on n'a plus qu'un seul système. Donc, il y a des cas de figure où il y a un impact sur les opérations de l'entreprise et il faut les identifier à ce niveau pour pouvoir les adresser. Ensuite, passer à la priorisation des projets. Toujours pareil, on ne réinvente pas, hein. On se base sur leur valeur ajoutée, leur urgence, leur complexité et vous posez le tout sur un calendrier détaillé pour la mise en œuvre des outils, des processus, en allouant à la fois les ressources nécessaires et en définissant des jalons critiques. Et finissez cette étape par identifier les ressources nécessaires en matériel, en humain, en compétences, en technologie, le budget et planifier l'allocation pour chaque phase du projet. Ensuite, vient enfin le choix des technologies ou des solutions. Si je refais un bond en arrière et que je reviens sur ma petite histoire du début où mon client vient me demander de mettre en œuvre une solution, vous voyez qu'il y avait quand même quelques étapes à franchir avant d'en arriver là. Et que si ces étapes ne sont pas à minima parcourues pour identifier des actions, préalables au choix de la technologie bien sûr, ou des solutions, on peut se retrouver dans des situations complexes, difficiles à déminer une fois l'intégration des nouvelles solutions lancées. Donc à ce niveau-là, vous devez identifier les technologies, les outils, les logiciels, les plateformes du marché qui répondent à vos besoins et objectifs et qui sont reconnus pour leur robustesse, leur évolutivité et leur support. Et pour valider tout ça, vous avez besoin d'évaluer, de benchmarker chaque technologie, chaque solution candidate en fonction de critères clés comme la facilité d'intégration, la disponibilité d'API ouvertes, les options de personnalisation, la sécurité, le coût des licences ou de l'intégration, la qualité du support communautaire ou le nombre de professionnels en capacité de vous accompagner dans cette intégration-là. Vous pouvez aussi, enfin vous devez même, engager des discussions avec des experts techniques et les éditeurs pardon, de solutions pour comprendre en profondeur les avantages et les limites de chaque solution. Et comme souvent, on ne vous donnera que les avantages, il est conseillé d'organiser des démonstrations, des périodes d'essai et même mieux des POC pour les technologies qui sont présélectionnées. Vous aurez besoin de quelques jours pour évaluer leur performance en conditions réelles et leur adéquation avec vos processus. Donc le POC est important à ce niveau-là. Et pour terminer, solliciter les retours, les feedbacks de la part des utilisateurs de cette solution. Alors ceux qui ont participé au POC en interne, mais pas que. Essayer d'aller capter les informations des utilisateurs sur d'autres environnements
et aussi des équipes techniques, aussi bien internes qu'externes, qui testeront toutes ces technologies. Ce feedback, il est crucial pour évaluer à la fois l'adoption par vos clients, l'adoption en interne et l'utilité perçue de ces solutions-là. À l'étape suivante, on s'attaque au processus et à leur normalisation. À cette étape, vous devez établir des normes claires pour les processus qui seront adoptés à travers l'organisation, comme par exemple l'ouverture d'un compte client ou bien l'ajout de nouvelles références dans le référentiel produit et les implications entre les différents systèmes, CRM, ERP, un PIM, un DAM, etc. Ensuite, il faut mettre en place des modèles de documents, des guides, des procédures, des checklists qui aideront à maintenir la cohérence dans le temps et à faciliter aussi la formation des employés et, dans un second temps, l'onboarding des nouveaux collaborateurs. Une fois que ces documents sont en place, il faut former les employés. Donc former les employés concernés pour s'assurer qu'ils comprennent bien et qu'ils adoptent les nouveaux processus qui sont standardisés. Et pour terminer, tester les nouveaux processus dans un département ou une équipe pilote et prenez en compte les retours et ajustez si nécessaire avant de les déployer à l'échelle de l'entreprise. Et ça, on va le voir à partir de cette étape-là. À chaque étape, on va collecter les retours, ajuster et, si besoin, revoir les choses dans un souci d'amélioration continue. Alors, maintenant, c'est le détail de l'évaluation des besoins d'harmonisation des flux de données. Là, vous devez identifier les points de connexion nécessaires entre les différents systèmes pour assurer un échange de données efficace et sécurisé. Déterminer les formats de données, les protocoles de communication, les contrats d'interface des API. À ce moment-là, il est très souvent utile de mettre en place un système qui garantisse les bons dialogues entre les différents outils. Donc, il convient de choisir des outils de type middleware, back for front, appropriés, ou des plateformes ouvertes basées sur leur capacité à répondre aux besoins d'intégration qui sont identifiés, à être compatibles avec vos systèmes existants et pour leur facilité d'utilisation. Sur ce sujet-là, j'en profite aussi pour faire un peu à nouveau de la pub. On a réalisé un webinaire sur les architectures composables qui aborde ce sujet du middleware et du back for front qui font la glue entre les différents systèmes et qui sont une composante essentielle dans ce type de projet. Donc, je vous conseille d'aller voir ce webinaire pour comprendre l'importance d'un tel dispositif. Ensuite, définissez une architecture d'intégration qui décrit comment les systèmes vont interagir au travers des flux de données et décrire les processus de transformation de ces données et les mécanismes de sécurité mis en place. Ensuite, c'est le temps de déployer. Donc, vous mettez en place, vous configurez les interfaces d'harmonisation des flux, vous développez les scripts nécessaires pour automatiser ou optimiser les flux de données entre les systèmes. Et à nouveau, on rentre dans les phases de test pour vérifier que les données circulent correctement entre les systèmes, que les transformations de données sont correctes et que les performances répondent aux attentes.
Hem, une fois que ça c'est fait, vous déployez cette intégration dans l'environnement de production après, une phase pilote et essentiel, vous mettez en place, des systèmes de monitoring pour surveiller à la fois la performance et détecter les éventuels problèmes. Et pour l'onboarding et la connaissance, en continu de ce que vous avez fait, créer une documentation complète de tous ces processus et former les utilisateurs et l'équipe technique sur la manière de gérer, de sécuriser et de maintenir ces flux. Vient maintenant, le, l'évaluation des besoins en formation. Alors, c'est pas forcément, dans l'ordre chronologique, parce qu'il faut forcément les avoir en tête tout au long du processus d'harmonisation. Mais voilà, vous avez déjà identifié, les compétences, en interne, qui sont à votre disposition. Maintenant, vous devez déterminer les compétences et les connaissances que vos employés vont devoir acquérir pour utiliser efficacement les nouvelles technologies, les nouveaux outils, les nouveaux processus, ou bien intégrer et maintenir ces nouveaux outils et technologies si cette tâche leur est attribuée. Donc, organiser ensuite le programme de formation qui couvre toutes ces technologies, les processus, les bonnes pratiques en termes de sécurité. Si vous avez un prestataire en charge de la mise en œuvre des outils ou des technos, ou des technos, pardon, le programme de formation peut intégrer un accompagnement des équipes opérationnelles par le prestataire. C'est, ce qui nous arrive assez régulièrement. On crée, des équipes projets mixtes, client-prestataire, lors des phases de build pour les faire monter en compétences sur des technologies qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est généralement très apprécié par les clients car, bah, d'une part, ils montent en compétences sur des technologies au goût du jour. Ça permet aussi, à chaque personne de valoriser son CV et d'autre part, ils prennent part au projet de modernisation et ils seront, dans le futur, plus aptes à maintenir et à faire évoluer la solution. Donc en résumé, ils sont, plus impliqués. Heu, ensuite, il faut accompagner le changement culturel. C'est pour cette raison que je disais que c'est pas forcément, dans l'ordre chronologique parce que le changement culturel doit être abordé dès le début. Mais il faut forcément accompagner le changement culturel avec la mise en place de communication en interne, des groupes de discussion et des séances de feedback régulières. Et ensuite, vous déployez le programme de formation en organisant, les sessions de formation, selon un calendrier qui minimise l'impact sur les opérations, quotidiennes, de l'entreprise et de ses membres. Suivez ensuite la progression des participants et comme toujours, évaluer l'efficacité de la formation au travers, bah, de tests, des enquêtes de satisfaction, des ateliers et encore une fois, utiliser les feedbacks qui sont collectés pour ajuster le programme de formation et la stratégie de changement culturel. L'avant-dernière étape, c'est la planification, globale, le déploiement du pilote. À ce moment-là, vous devez développer un plan détaillé qui inclut les différentes phases de déploiement, les critères de succès, les ressources nécessaires et les responsabilités de chacun. Vous sélectionnez, un segment limité de l'organisation pour tester les nouveaux outils, les nouvelles technos, les nouveaux processus et il faut faire en sorte que ce déploiement pilote reflète les conditions réelles d'utilisation, mais
tout en restant suffisamment, contrôlé pour permettre un suivi facile et des ajustements rapides. C'est une phase qui est assez sensible, donc vous devez mettre en place un support, technique et fonctionnel, réactif durant le déploiement du pilote. Un dispositif d'hypercare pour résoudre, rapidement les problèmes et fournir une assistance aux utilisateurs. Surtout, ne pas décourager les pilotes au risque de perdre, en adhésion auprès de l'ensemble des collaborateurs. Ensuite, évaluer l'efficacité du déploiement pilote. Encore une fois, on collecte les feedbacks, on mesure la performance des systèmes et on analyse les données d'utilisation. Si nécessaire, vous apportez des modifications aux outils, au processus, en fonction de ces retours et des résultats. Et une fois que le pilote est considéré comme OK, commencez le déploiement à grande échelle et vous appliquez les leçons apprises durant la phase pilote pour minimiser les risques. À ce moment-là, il est important d'accentuer la surveillance des systèmes après le déploiement pour s'assurer de leur bon fonctionnement et pour identifier rapidement tout besoin d'amélioration ou de correction. Et on arrive à la dernière étape. Et cette dernière étape, finalement, c'est une succession d'itérations des étapes précédentes. Donc, vous avez déjà un système de monitoring, continuez à améliorer ou à installer d'autres systèmes de monitoring. Voilà, ces outils de surveillance des performances, des systèmes, des applications pour collecter des données, idéalement en temps réel, pour voir le bon fonctionnement et l'efficacité. Organiser, encore une fois, des enquêtes, des interviews, des groupes de discussion pour recueillir les retours des utilisateurs, aussi bien internes qu'externes, sur leur expérience avec les différents systèmes, les différents outils. Analyser les données et tous les feedbacks utilisateurs pour évaluer la performance globale de ce nouvel écosystème digital. Identifier les problèmes techniques, les goulots d'étranglement dans les processus ou les zones où les utilisateurs expriment des insatisfactions ou des difficultés. Donc, on revient sur les étapes du départ. C'est pour ça que je disais que c'est finalement une succession d'itérations de ces étapes précédentes. Et, à nouveau, développer des plans pour apporter des modifications au système, des modifications au processus en fonction des résultats de l'analyse des performances, des feedbacks. Exécuter dans un planning les ajustements. Là, on peut parler de mise à jour, de modification de configuration, de redéfinition des processus. Mais aussi, il faut prendre en compte les formations à ce niveau-là. Donc, il faut reformer, si nécessaire, les utilisateurs et mesurer l'impact de ces ajustements sur la performance des systèmes et la satisfaction des utilisateurs pour finalement vérifier que tous ces changements ont eu l'effet désiré. Et tout au long de ce processus, il est important aussi de faire des rapports périodiques sur l'état du système, sur les problèmes rencontrés, sur les ajustements réalisés et leur impact pour informer à la fois la direction et l'ensemble des parties prenantes. En conclusion, on voit bien que le processus d'harmonisation, c'est un processus qui peut s'avérer long et coûteux, avec des implications à tous les niveaux. L'idée ici n'est pas de respecter à la lettre toutes ces étapes, qui, pour chacune d'entre elles, mériteraient plus de détails, mais bien d'avoir conscience de ces étapes et de les adapter en fonction du contexte, en fonction de la taille des équipes, des systèmes et des processus harmonisés pour pouvoir, en fait, le maître mot, c'est embarquer le plus grand nombre de collaborateurs.
Voilà, ce webinar touche à sa fin. Alors, il a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Heu, je ne sais pas s'il y a des questions? Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. S'il y a quelques questions, je prendrai ces questions et je vous répondrai, directement. Donc je dis, un grand merci à tous les participants, pour votre présence. Pour information, mais je crois que ça a été dit dans le chat, vous pouvez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur notre site web. Vous recevrez également, le lien du replay, par mail. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous voulez simplement échanger sur le sujet. Je vais conclure, donc cette session en vous souhaitant une très bonne journée, un bon appétit et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.